Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invitée est Ségolène Royal, ministre de l'écologie. Madame la ministre, merci d'être avec nous. Vous êtes à New York. Il y a eu pas mal d'événements autour de l'accord de Paris sur le climat, notamment pour essayer d'en accélérer la ratification. Alors, il faut qu'il y ait 55 pays qui aient ratifié cet accord, qui représentent 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on atteint l'objectif ou est-ce qu'on est très proche de l'atteindre? Alors d'abord, ce qui s'est passé d'important aujourd'hui, c'est que nous avons franchi la barre des 60 pays qui ont ratifié. Donc nous sommes au-dessus des 55 pays, 55 parties pour être précise, qui ont besoin de déposer concrètement leurs instruments de ratification. En revanche, nous ne sommes pas au seuil des émissions parce que nous avons 48% des émissions. Mais en tout cas, c'est une accélération formidable. Et je me souviens lorsque j'ai accédé à la présidence de la COP 21, quand j'ai dit ma principale mission aujourd'hui, c'est que l'on ait la ratification avant la fin de l'année et si possible avant Marrakech. Personne n'y croyait, on m'a même traité d'un peu d'idéaliste. Et j'observe que le mouvement s'est déclenché, ça a été difficile, il a fallu faire beaucoup de démarches en direction des pays, utiliser toutes les bilatérales. Le G20 récemment qui a vu la Chine et les États-Unis d'Amérique ratifier. Donc j'ai fait en sorte que toutes les échéances internationales intègrent dans leur ordre du jour la ratification de l'accord de Paris et nous y sommes. Alors, Marrakech, c'est la COP 22 qui doit être en novembre. Donc, la question est simple. On a atteint le seuil des pays, pas celui des émissions. Est-ce qu'on va l'atteindre d'ici la fin de l'année, comme vous l'avez voulu? En tout cas, je fais tout pour cela. J'ai rencontré tout à l'heure le Canada qui vient de m'annoncer, donc je vous en informe, que la ratification se ferait dans les 15 jours, ce qui est quand même une grande nouvelle. Et puis bien évidemment, il y aura l'Union européenne, puisque je fais en sorte que l'Union européenne se mette en mouvement. La France a déjà ratifié, comme vous le savez. J'ai déposé d'ailleurs ce matin la notification de la ratification au secrétariat général des Nations Unies. Et l'Europe va voter le 4 octobre, le Parlement européen. Donc là, je fais en sorte pour que dès le vote du Parlement, les instruments de ratification de l'Europe soient déposés et que ce soit l'Europe qui permette l'entrée en application de l'accord de Paris, puisque l'Europe, c'est 12% des émissions. Et donc, bien évidemment, si l'Europe est là et si quelques pays entre les deux ratifient, nous aurons l'application de l'accord de Paris. Alors, dans l'Union européenne, normalement, si je comprends bien, il faut que chaque pays ratifie. Donc le fait que l'Union européenne ratifie en tant que telle, c'est une façon, j'allais dire, peut-être d'essayer d'accélérer le mouvement et de montrer que l'Europe va ratifier, même si formellement chacun de ses membres ne l'a pas fait. Il faut les deux, puisque c'est un accord mixte. Il faut à la fois la ratification nationale et la ratification au niveau de l'Union. Les ratifications nationales sont en cours. Il y a aujourd'hui 4 pays, d'autres se sont engagés. Et ensuite, il faut une ratification au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire un vote du Parlement, une décision du Conseil des ministres de l'Environnement. Ce Conseil des ministres de l'Environnement se réunit le 30 septembre prochain, donc il va décider de la ratification. Ensuite passe le texte au niveau du Parlement européen. Le 4 octobre, il y a ce vote et j'essaye de trouver un mécanisme juridique qui permet, même si tous les pays n'ont pas individuellement ratifié, dès lors qu'ils se sont engagés, qu'ils ont signé, que le vote au niveau du Parlement européen permette le dépôt des instruments de ratification, c'est-à-dire la comptabilisation des émissions de l'Union européenne. À quel point est-ce important que cet accord entre en vigueur, j'allais dire un an, en gros, après sa signature, parce qu'on sait qu'un accord, bon, déjà il faut le signer, le ratifier, mais il faut surtout le mettre en œuvre, surtout qu'il n'est pas forcément toujours très contraignant. Est-ce que le plus dur ne commence pas maintenant ? Si, vous avez raison. Et c'est pourquoi j'ai voulu que le terrain soit déblayé, si j'ose dire, pour qu'on ne traîne pas la problématique de la ratification pendant des années. D'habitude, il faut des années pour une ratification d'un accord international. Kyoto, ça a été 7 ans, 8 ans. Voilà, c'est ça que j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, en tant que présidente de la COP, laisser les choses aller à volo, mais au contraire être en capacité de transmettre le flambeau au président de la COP 22 avec un accord appliqué et donc applicable pour que la COP 22 soit la COP de l'action, qui a déjà d'ailleurs commencé. Hier, on a eu par exemple une réunion formidable avec les chefs d'État africains, auxquels j'ai remis mon rapport sur les énergies renouvelables en Afrique. C'était une initiative très importante de la COP 21 d'action,
puisqu'il y a 10 milliards de dollars qui ont été mis sur la table par différents donateurs. Et j'ai mis un point d'honneur à ce que les projets concrets soient identifiés. Et donc les 240 projets concrets sont identifiés dans ce rapport. C'est la première fois qu'il y a une liste de projets opérationnels d'énergie renouvelable dans les pays africains. Voici un bel exemple d'action opérationnelle qui sera poursuivie à Marrakech. Alors, vous avez mentionné le Canada. Il y a un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui doit normalement être signé bientôt. Il y a des ONG qui ont signé une tribune récemment affirmant que ce genre d'accord met en danger la COP 21, notamment parce que le Canada produit du pétrole issu des sables bitumeux. Est-ce que vous êtes aussi inquiète que ce genre d'accord de libre-échange puisse porter atteinte à l'accord de Paris sur le climat et notamment à sa mise en œuvre? Je pense qu'il faut regarder de très près ce que disent les ONG. Et le fait que le Canada s'engage dans la ratification de l'accord de Paris, il faut regarder de très près quel impact ça peut avoir sur ce projet d'accord. Parce que là aussi, on sait que les projets d'accord sont négociés pendant des années et des années. Donc si en parallèle d'autres éléments bougent, et notamment les questions climatiques, il faut veiller à ce que ça soit intégré à cet accord. Donc c'est une expertise que j'ai actuellement lancée. Et j'aurai prochainement le compte-rendu de cette expertise qui me permettra de dire clairement ce qu'il en est. D'accord. Je veux en venir à certaines déclarations qui sont faites en France sur la question du climat. Vous avez dû entendre Nicolas Sarkozy affirmer que l'homme n'est pas le seul responsable du changement climatique. Ça fait 4,5 milliards d'années que le climat change. Nicolas Sarkozy, après son élection en 2007, c'était le Grenelle de l'environnement. Quelle est votre réaction ? Moi, je ne vais pas polémiquer parce que la France a eu un rôle extraordinaire devant toute la planète du monde entier. La France a été capable d'organiser la COP 21. En plus, après des attentats, elle a été capable de mobiliser toute sa diplomatie pour réussir les négociations. Et aujourd'hui, elle est capable de pousser les pays pour obtenir la ratification. Donc je crois que tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur sensibilité politique, doivent être fiers que la France joue un rôle majeur sur la protection de la planète d'une part, et donc sur le développement économique, parce que derrière la protection de la planète, il y a de la croissance verte. Et donc je crois que tous les dérapages sont malvenus. Mais tout de même, enfin, quand on parle de ça, vous ne craignez pas que dans cette campagne qui se lance en France, justement, ces acquis que vous portez sur le climat deviennent victimes de la bataille politicienne. Évidemment, Nicolas Sarkozy est un exemple parmi d'autres, mais qu'on dise finalement, en France aujourd'hui, c'est le terrorisme, c'est la sécurité, c'est le chômage et le climat après tout. Il y a toujours eu de l'obscurantisme sur les questions climatiques, donc il y en aura toujours. Mais l'important, c'est que cet obscurantisme recule. Et c'est ce qui est en train de se passer. Surtout que les autres sujets que vous avez évoqués sont liés au climat. Et l'insécurité est liée au climat. Regardez autour du lac Tchad, il y a Boko Haram parce qu'il y a de la sécheresse, qu'il y a une déstructuration des communautés villageoises, il y a des migrations massives qui sont dues au climat. Donc il y a un lien très étroit entre la sécurité et le climat. Il y a un lien très étroit entre l'emploi et le climat, puisque polluer la planète, ça détruit des emplois. Et au contraire, innover pour trouver un autre mode de développement, ça construit des emplois. Donc tous ces sujets ont quelque chose à voir avec le climat. De manière très concrète, est-ce que vous craignez qu'en France, s'il y a un changement de majorité, par exemple de façon très concrète, que le gaz de schiste soit autorisé, l'exploitation? Est-ce que pour vous, c'est un risque réel, de façon très concrète? Je ne sais pas. Je préfère pas imaginer ce risque parce que les batailles environnementales sont des batailles difficiles. Que j'essaye d'élever au-dessus des clivages politiques ou politiciens. C'est ce que j'ai réussi à faire avec la loi sur la biodiversité. C'était pas facile et pourtant elle a été votée à l'unanimité au Sénat. La loi de transition énergétique pour la croissance verte que j'ai également fait voter a rassemblé des sensibilités politiques au-delà de la gauche. Et ça, je m'en suis réjouie parce que c'est de la France dont il s'agit et de l'avenir du pays, de l'avenir de la planète. Et donc je pense, heureusement, que dans tous les partis, il y a des personnalités, notamment des personnalités éclairées par les recherches scientifiques qui sauront agir avec bon sens et avec sens des responsabilités.
Je vais poser une question sur les États-Unis. Nous sommes à New York. Il y a eu aussi une campagne électorale qui bat son plein. J'imagine qu'entre Hillary Clinton et Donald Trump, vous avez oui, bien sûr, je favori. soutiens à fond, bien sûr, Hillary Clinton, et ça depuis longtemps. Parce que c'est une femme? Non, parce que ce n'est pas le seul critère, heureusement. Et c'est une femme en tout cas courageuse, qui mène une campagne difficile, qui est bassement attaquée, mais c'est toujours beaucoup plus dur pour les femmes, on ne leur passe absolument rien. Et je parle d'expérience, et je pense qu'elle sera une grande présidente des États-Unis d'Amérique. Est-ce que, au-delà d'Hillary Clinton, quand vous entendez Donald Trump et sa rhétorique, certains disent qu'elle fait écho à une certaine rhétorique qu'on entend aussi en Europe, ça vous inquiète pour l'avenir des États-Unis? Non, moi je suis inquiète de rien, il faut combattre, c'est tout. Il faut combattre au niveau des idées, au niveau des solutions, au niveau de la clarté des choses, au niveau de la grandeur d'un pays, au niveau des valeurs, il faut combattre. Et Donald Trump vous rappelle un petit peu Marine Le Pen? Moi je me garde des comparaisons, je me garde surtout de parler de lui pour éviter de lui faire de la publicité. Voilà, je pense que dans une campagne, moins on parle de l'adversaire, mieux c'est. Très bien. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Voilà, merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.